Bonjour et bienvenue chez Natixis pour ce rendez-vous traditionnel de fin d'année pour notre Outlook 2025 cette fois-ci. Merci de nous rejoindre. On est ensemble pour une grosse heure, 1h15 si tout va bien tous ensemble. On va essayer de vous donner notre scénario central avec évidemment beaucoup d'incertitudes. Ben voilà, hein, l'avenir est difficile à prédire, surtout, voilà, ce que disait Pierre Dac, hein, les prévisions sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir, c'est valable tous les ans. On a beaucoup d'incertitudes. On a 5 tables rondes cette fois-ci, donc on va essayer de balayer un certain nombre de sujets, évidemment avec les sujets autour de l'élection de Donald Trump, qui va être sans doute peut-être un game changer, mais en tout cas quelque chose sur lequel il faut qu'on s'arrête. Donc on va passer toute une grande table ronde ensemble pour démarrer. Et on va faire une nouveauté cette année. On a fait venir nos spécialistes à la fois justement des États-Unis, nos économistes d'Asie pour discuter de tout ça. On les fera parler en anglais, puisqu'on estime évidemment que tout le monde est capable de comprendre l'anglais. Donc on aura un peu de mélange, un petit peu d'anglais dans cette session. C'est une nouveauté chez nous. On sait que on valorise pas mal chez nous le fait de faire en français, mais on aura un petit peu d'anglais cette fois-ci. Vous pouvez comme d'habitude poser vos questions dans le chat. J'essaierai d'y répondre à la fin, sachant qu'on vous donnera aussi une adresse pour poser des questions, pour pouvoir prolonger le débat par la suite. Et puis on va publier comme d'habitude ce document à l'appui de cette présentation qu'on a nommée cette année entre normalisation et risque politique. Pourquoi on dit ça ? Finalement, quand on regarde le scénario macroéconomique, on est un peu dans la monnaie quand même par rapport à ce qu'on racontait l'année dernière. C'est-à-dire qu'on était parmi ceux qui disaient qu'il n'y aurait pas de récession, que l'inflation n'était pas tout à fait transitoire, mais en tout cas, elle a été fortement revenir et que les banques centrales allaient baisser les taux. C'est quand même bien ce qui caractérise 2024. 2024, ça aurait été l'année 1 des élections et 2 des baisses des taux. Sur les baisses des taux, c'est clairement le cas, à part la Banque du Japon, certaines banques un peu pour des raisons évidemment différentes, comme la Banque centrale de Russie, mais c'est bien l'année du pivot, de baisse des taux, de baisse de l'inflation. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques, je pense, de 2024. Et puis, évidemment, c'est les risques politiques de ces élections. 2 milliards d'habitants sur la planète qui étaient appelés à voter ou en tout cas à plébisciter leur gouvernement. Et on a eu plus de 70 pays qui ont voté. Et évidemment, Donald Trump est ce qui était un peu attendu de notre côté, mais qui se confirme avec beaucoup de changements. Donc le scénario, il est un peu entre ces deux écueils, si je puis dire, entre une macroéconomie qui se tient pas mal. Hein. Nous, on est évidemment, les États-Unis ont fait pas loin de 3% de croissance l'année dernière. On sera de nouveau pas loin de 3% de croissance, un 2,7% cette année. On voit un petit ralentissement l'année prochaine parce que la consommation privée, notamment, on en parlera avec notre spécialiste, notre économiste US, mais on a un certain nombre de signes qui montrent que la consommation américaine va avoir du mal à redémarrer puisque l'emploi repart plutôt à la baisse, le chômage remonte, le taux d'épargne est reparti à ce qu'il était avant, donc on a tout consommé. Donc voilà, on a un certain nombre d'indicateurs qui nous laissent penser que ça va être un petit peu plus faible, mais on aura quand même ces 2% de croissance, donc pas du tout de récession aux États-Unis. On va parler Chine, mais Chine cette année, hein, on a quelque chose qui va être autour de 4,8% de croissance, 4,5% l'année prochaine. Donc on reste sur les 2 gros moteurs de l'économie mondiale finalement 2025 qui restent allumés, qui sont très proches de leur croissance potentielle. On peut penser qu'il y a plein de difficultés sur la Chine, mais néanmoins, clairement, la Chine a déjà pris des mesures et probablement qu'elle prendra des contre-mesures de relance budgétaire, de policy mix plus généralement, qui feront qu'on n'est pas très inquiet sur la Chine. Vous savez qu'on est très noir sur la Chine, ou en tout cas très négatif sur la croissance chinoise pour les prochaines années, pour les décennies à venir, peut-être moins de 2% de croissance à partir de 2030, mais en tout cas cette année, on a une croissance chinoise, 2025, qui sera toujours autour de 4,5, donc ça se passe pas mal. En Europe, là aussi, on était plutôt à dire on va avoir du mieux, parce que finalement cette désinflation redonne du pouvoir d'achat, et on voit que la consommation n'a pas suivi en Europe, hein, on reste très très loin de la dynamique qu'on a pu observer aux États-Unis. Donc on a une consommation qui traîne des pieds en Europe, qui pourrait redémarrer à la faveur donc de cette désinflation. Hein. Le pouvoir d'achat désormais réel est passé en positif. Hein. On regagne du pouvoir d'achat en Europe. Et donc on voit d'ailleurs les retail sales, les ventes au détail qui rebondissent un peu en Europe, même si on est très très loin de la situation américaine. Donc ça, c'est un peu notre scénario d'une légère baisse du taux d'épargne. Regardez la France, on a 18% de taux d'épargne. On peut voir un petit peu une petite baisse. Donc globalement, ce qu'on raconte, c'est qu'on a ce sujet de
de croissance qui devrait aller mieux. Et puis il y a des pays qui vont bien, on en parlera avec Trine, notre spécialiste de l'Asie. Il y a plein de pays qui bénéficient un peu de tout ça, l'Inde, le Vietnam, etc. On a la Corée du Sud, pas mal de pays qui se tiennent bien cette année. Donc globalement, la croissance mondiale 2023, elle sera un petit peu plus faible, 2025 pardon, un peu plus faible qu'en 2024. On sera un peu en dessous de la moyenne historique, mais on restera pas loin de 3%. Donc macro picture, elle n'est pas mauvaise du tout. Donc il va falloir qu'on parle des risques politiques et géopolitiques. Et alors là, ils sont très très nombreux avec le game changer de Donald Trump. On va en parler tout de suite avec notre première table ronde sur la macro et on va centrer ça sur l'économie US pour commencer ce tour d'horizon de notre scénario 2025. Et encore une fois, la macro va pas trop mal, les banques centrales vont continuer à baisser les taux et je dirais que ça va être la grande question de 2025, c'est jusqu'où? C'est la première question, je pense, très, très importante à se poser. Jusqu'où les banques centrales vont baisser? On va peut-être voir la fin du cycle de baisse des taux pour certaines en 2025. Et puis, la deuxième point, je pense, qui est marquant, qui résume pour moi 2025, peut-être quand je le regarde, c'est divergence. On va avoir des choses très différentes entre les États-Unis et l'Europe, entre la Chine et les États-Unis, entre la Chine et l'Europe. On a évidemment des dynamiques qui vont être très différentes au niveau macroéconomique et peut-être pour une occurrence assez rare finalement en termes d'actifs financiers. Pensez au taux d'intérêt court américain versus Europe, évidemment des différentiels de taux vont bouger. Pensez au taux long avec des dynamiques très différentes en fonction du supply, mais aussi des attentes attendues des politiques budgétaires. Pensez aux actions entre les États-Unis et l'Europe. On a eu cette divergence qui était déjà un petit peu à l'œuvre cette année, mais probablement que la divergence pour moi va être le maître mot de 2025. Donc on commence tout de suite par la première table ronde autour de l'économie américaine et puis on déroulera comme ça un certain nombre de sujets avec les conséquences en termes je dirais pour l'Europe derrière, pour les pays émergents, tout ce qui est allocation d'actifs, on va évidemment parler autour des banques centrales et puis on parlera aussi de la transition énergétique qui nous semble intéressant de reparler de ça puisque plus personne n'en parle et pourtant c'est la dynamique qui est à l'œuvre de façon sous-jacente, de façon très très impressionnante. En 2024, pour chaque dollar investi dans le pétrole, le gaz et le charbon, on en a 2 qui est investi dans les énergies renouvelables, donc on en parle moins, mais la dynamique sous-jacente est quand même très, très, très impressionnante. Le monde s'électrifie. On va essayer de discuter de cette dynamique. Est-ce qu'elle est à l'arrêt avec l'arrivée de Trump et un certain nombre de gouvernements populistes ici ou là, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut continuer? Ce sera notre dernière table ronde. On commence tout de suite avec First Thing First, les États-Unis. Voilà, il va nous falloir parler des élections américaines. On va passer un petit peu de temps autour de ça, une vingtaine de minutes autour des élections américaines. Donc je suis ravi d'accueillir sur le plateau justement des économistes qui nous viennent à la fois d'Asie avec Trine Nguyen, qui est notre économiste senior sur l'Asie. On va parler de ce que peut faire la Chine, combien la Chine va souffrir de Trump, qu'est-ce qu'elle peut faire en réaction à cela. On a aussi Émilie Tétard qui parlera à la fin de cette table ronde de des allocations d'actifs, quels sont les secteurs finalement qui vont pouvoir bénéficier ou souffrir de la politique attendue de Donald Trump. On a Éric Benoît qui est notre spécialiste de la tech. On a pensé que sur un moment américain, il fallait parler de la tech puisqu'on a cette espèce de formidable concentration, complètement inédite dans l'histoire, d'autant de concentration de la performance américaine dans quelques stocks, les 7 magnifiques. Et donc on voudrait parler un petit peu de la dynamique sur l'IT. Est-ce qu'on est passé du moment hype au moment désillusion avec Éric Benoît, notre spécialiste de l'IT. Et puis on va surtout commencer avec notre économiste américain, Jonathan Pingle, qui arrive de New York hier soir, pour parler un petit peu de ce qu'on peut attendre de Donald Trump. Jonathan est un de nos économistes US qui est dans le top 3 mondial pour les prévisions sur l'emploi américain. Donc on avait bien vu cette dynamique finalement qu'elle allait être restée assez forte l'année dernière, voir comment ça va se passer avec Trump. Donc peut-être, première question pour Jonathan, quels sont ce qu'on peut attendre
les principales positions que va prendre Trump. On a vu ce matin que Trump a confirmé les tarifs, sans doute 25% pour le Canada, pour le Mexique, 10% pour commencer pour la Chine. Il n'a pas encore parlé de l'Europe, mais le fait d'avoir nommé un secrétaire d'État un peu raisonnable au Trésor n'empêche pas Trump de garder « I'm a tariff man, I love tariffs », c'est le plus beau mot du dictionnaire américain, etc. etc. Donc, première question pour Jonathan, quelles sont les politiques qu'on peut attendre de Donald Trump? What are the most important policy position of the second Trump administration, Jonathan? So I think first and foremost is immigration. He has pledged to do the largest mass deportation program in U.S. history. And even when he was tweeting out the additional tariffs on Mexico and Canada, he was doing it from a realm of look at what's going on the immigration front. Second, I certainly think it's the tariffs and trade. There's been this long-standing belief of Donald Trump that the U.S. is getting the short end of the stick on trade deals. And then third, it's this broader sense of deregulation and fiscal stimulus that, the landmark act out of his first administration was the TCJA, so the Tax Cuts and Jobs Act, which needs to be extended at the end of 2025. And, there's various deregulations besides that he's hoping to do and are kind of up in the air. And there's been commitments, but how much he'll be able to do on tax cuts post that is a kind of open air question. If we stay to the tariff, because like you said, it's probably the big thing of Donald Trump. What's the potential tariff policies that we can expect from Trump? We heard this morning a few things already, but what is the most the big thing we need to keep in mind regarding tariff from Trump? Well, sometimes there's a lot of a big difference between what Trump says and what actually gets enacted. I think there was broad things said on his campaign, 10 to 20% broad tariffs on the whole world, 60% on China. You just talked about how just last night he said he was going to do 25% on U.S. and Canada all products. I mean, that's a pretty large stake. For us, however, we think that it'll probably be a bit more muted. We did expect that he would about double his trade-weighted tariffs on China, and that the rest of the world would increase. We think these things will come in waves. You're going to see progressive announcements throughout his first couple of years of more and more of these things as he tries to be a deal maker. And I think like a lot of people look at Donald Trump as this deal maker. Our expectations, however, for this are that these things are going to be largely inflationary, and on the longer term, quite negative for growth. As these things come in waves, we don't have most of those effects coming in the first year. We've boosted up our core PCE end-of-year forecast for this year to about 2.4%. We increased that by 15 basis points, and we've boosted up our end of 2026 forecast to 2.3%. We boosted that up 30 basis points. So you've seen, as these things progress and as these waves come on, we think these things will become more inflationary. And for certain goods, it matters more, and for certain goods, it matters less. When you're doing it on consumer goods, like washing machines, the effects are pretty instantaneous. You look back to 2018, 2019 tariffs, and people were like, overall, it wasn't very inflationary. But most of the things that they were targeting were, core capital goods and, very specialized. You do the normal notice, hearing period, et cetera. You talk to business leaders, make sure this isn't too affecting you. And what we're coming to now is if you actually end up doing a much broader policy, that could be much worse. You could see increases of, if you actually do a 20% tariff on all goods, you could see consumer prices rise an extra 3% above whatever would be normal. Donc, comme le dit Jonathan, on peut avoir une politique tarifaire qui sera sans doute négative pour la croissance et dans notre point de vue, et surtout inflationniste. Nous, on ne met pas grand-chose pour l'instant parce qu'on ne fera pas tout ce qu'a dit Trump, mais comme le dit Jonathan, on peut avoir des simulations qui vont jusqu'à plus de 3 points d'inflation en plus. On n'est pas du tout là-dedans. Autre sujet sans doute inflationniste, et j'étais surpris que ce soit la première chose que met en avant, c'est très intéressant, Jonathan, c'est l'immigration, la mass deportation. What is the impact of mass deportation? You were talking about inflation, but not only. What is the impact of that? I mean, mass deportation is something that is been promised by Trump, but is very hard to end up doing. You need to have broad support and more functioning of the federal government, which we're not sure is really going to happen. And you need to have that support by local communities as well, county level police forces, et cetera, for some of these things. So
the claims versus what can happen again here is a bit hard to really put into context. However, if successful, if he really ends up doing this more than I think most of us are assuming, the consequences I think are this is the largest consequences we're going to see out of his policies. Most immigrants in the U.S., especially undocumented, are working in low-paying services jobs. That's been the worst place for inflation in the U.S. When you're looking at lower-paying services like leisure and hospitality, construction, et cetera, these are the impacted sectors. And what you're going to have is a strong decrease in labor force there, which is going to come with large wage gains that on the longer term, and we expect to see this more 2026, 2027, would be much more inflationary. And over, you have that kind of wage price problem that goes on. For us, however, in the short term, we have a hard time seeing that his word will be close to his actions. However, you look back this past year, and President Biden already, earlier this year, put further restrictions on immigration. And what we're going to see now is that a lot of the real boosts that we've been seeing in the U.S. growth and labor force, et cetera, had been attributed to above trend immigration in these past couple of years. And with that going away, you're going to have a little bit different of a break-even rate for the economy, for employment, and other things as a whole. Further on immigration, it becomes a bit of this question of, are these people coming and at the border? Are you doing house to house? How do you play these things through in a way that really is feasible and welcomed by most Americans? One of the biggest shifts you see in the U.S. populace over the past couple of years has been this broader support for tighter immigration policy. You saw this by Biden trying to do more of this. You saw this from Trump's rhetoric on the campaign trail and most of it what's enacted. And with this broader support, we might actually find more gets done there than possible, and you might see closer to really low levels of historical net immigration out of the U.S., which would be worrisome for the economy as a whole. Donc effectivement, un impact de l'immigration, là aussi, un petit peu qui va dans le sens de ce qu'on disait sur les tarifs précédemment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on parle de 3 millions de personnes, on parle de pourcentage de la population active aux US qui est entrée aux États-Unis l'année dernière. Donc là, les chiffres, c'est entre 8, 10, 11 millions d'immigrés illégaux aux États-Unis qu'il faudrait renvoyer. Alors comme le dit Jonathan, entre ce qu'on peut faire et ce qu'on dit et ce qu'on va faire, je crois que c'est un petit peu ce qui caractérise un peu tous les hommes politiques, mais Trump en particulier. C'est-à-dire que Trump va sans doute pas faire tout ce qu'il a dit, mais s'il fait que 50% de ce qu'il a dit, c'est déjà beaucoup. Et sur l'immigration, ce que disait Jonathan, effectivement, c'est que ça a un côté inflationniste, puisque c'est une main-d'œuvre de bon marché qui vient irriguer l'économie, mais c'est aussi un facteur de croissance, puisque les immigrés consomment également. Donc on a aussi toute cette problématique de ce qui est faisable, pas faisable, mais en tout cas, moins de main-d'œuvre, c'est moins de croissance et probablement plus d'inflation, alors à la fois salariale, mais forcément avec un coût qui sera un petit peu plus élevé. Donc là aussi quelque chose, je dirais, en plus des tarifs qui pour nous ont un effet sur, encore une fois, sur la balance commerciale. C'est jamais facile de dire l'effet des tarifs sur la balance commerciale, mais en tout cas c'est pas ça qui réduit la balance commerciale, puisqu'en 2016, 2017, 2018, c'est des records de déficit de la balance commerciale malgré les tarifs. En tout cas, si on veut réduire la balance commerciale, c'est un équilibre entre épargne et investissement et pas tellement les tarifs. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça fait de l'inflation. Donc ça fait de l'inflation les tarifs, ça fait de l'inflation probablement la déportation, la mass deportation, comme la déportation de masse, comme dit Donald Trump. Et donc, quel est l'effet sur la Fed de tout ça? C'est ma dernière question à Jonathan. What about the Fed in this context? Well, the Fed's got a different set of issues because in the short term, we've already had a few inflation prints that are running a bit too high. We have a very uncertain labor market, even in the short term. And, with Trump's policies vaguely inflationary, vaguely poor on growth, but you've also have that competing with a positive consumer sentiment swing. He won the popular vote. This is, business leaders think that this is going to be great. And with that sentiment is usually a very positive factor for growth in general. So we've switched out our growth path a little bit where, you're going to see a bit more certain sectors doing well, ones that are less impacted by tariffs, certain sectors doing worse where, maybe they're not the lower paying service, you don't need to hire new lower paying services jobs. And it becomes a really sector by sector economy that makes it kind of hard to see how people are doing as a whole. But with that, we think the Fed needs to take a slower incremental approach. So we've raised our end 2025 federal funds rate from 3% to 3.5%.
we think that the Fed will continue and do December, and then embark on quarterly cuts, henceforth, slowing this pace in a way where, as the data comes in, they're going to be able to react better going back and forth. It becomes hard, even going into December when you have this much uncertainty. When you have the announcements on a day-to-day basis where, he just says he's going to put 25% tariffs on Canada and Mexico when he's going to add an additional to China. And how do you model that going forward? And, out of Powell so far, you've seen, it's not our responsibility until these things are kind of enacted. Let's take a step back and see. But if you go back to 2018, you saw them modeling this out. You saw them running it through. What's the impact of a broader tariff? What are the impacts of these things? So they're not unaware. They're not going to be caught unsurprised by what this is. But you need to take a step-by-step approach. Merci Jonathan. Donc effectivement, le travail de la Fed se complique. Jonathan Powell l'a dit dans la dernière conférence de presse, c'est qu'il n'allait pas faire la politique monétaire en fonction des annonces, mais en fonction de ce qui sera effectivement passé. Cela étant, on voit bien que ce qu'on a discuté, les tarifs, l'immigration, ça a des impacts probablement plus inflationnistes, puisque le fait que les dépenses publiques dans le programme de Trump continuent d'augmenter. Vous saviez que le programme de Trump était plus budgétairement dépensier que ne l'était Kamala Harris. Donc tout ça fait qu'un policy mix va être un petit peu différent, et donc on a dû nous changer nos targets quand même pour la Fed. On a remonté de 50 points de base, on était à un taux d'atterrissage l'année prochaine de 3, on le repasse à 3,5% compte tenu de ce qu'on attend de Trump, parce qu'a dit Jonathan, encore une fois, on n'attend pas du tout que Trump fasse tout ce qu'il a dit, mais comme il a dit beaucoup et qu'il a beaucoup plus de pouvoir, pour moi il a quand même un mandat très très clair, il a le Congrès, il a la Cour suprême, il a le vote populaire, donc son mandat est très clair, et comme il l'a dit, les promesses sont faites, elles seront tenues. Donc on a quand même cette idée que Trump cette année sera peut-être plus assertif qu'il ne l'a été en 2016, donc quand même beaucoup plus de choses vont sans doute être délivrées. Il ne peut pas se permettre de ne pas le faire en étant élu avec un mandat très clair de ce point de vue-là, et donc on relève nos targets sur la Fed de 50 points de base, comme l'a dit Jonathan. Alors je passe maintenant à l'Asie, parce que évidemment ce que fait Trump, c'est avant tout targeté à la Chine, même si on a vu dans les annonces que c'était 25% de tarifs sur le Canada et le Mexique. C'est ses deux principaux partenaires commerciaux aujourd'hui, c'est plus la Chine, c'est pas l'Europe, c'est le Canada et le Mexique. Et donc on va avoir évidemment cette target sur la Chine, 10% de plus, on a parlé de 60% de tarifs, on va voir quand ça arrive, mais ça va arriver. Donc la première question évidemment que j'ai envie de poser à Trine, c'est comment est-ce qu'on voit les choses d'Asie, mais surtout quelles sont les conséquences pour la Chine. So Trine, what are the consequences to be expected for China of Trumpnomics? Well, of the three things, deportation, tariffs on the rest of the world, and tariffs on China, that one has the least impact on the U.S. And therefore, for China, with trying to export deflation to the rest of the world because of its weak domestic demand, Trump, with tariffs, is going to hurt the one bright spot that's going to start to dim very soon if tariffs are going to be imposed with respect to the U.S. And so for China, that's a very weak moment. But the good news is that export exposure to the U.S. has declined as a share of GDP, right? It's declined to about 2.8% of GDP now from 3.5 in 2017 when the first trade war started. Now, when you look at this, so the maximum would be 2.8% of GDP if everything is wiped out. Very unlikely. Because you have pretty elasticity of demand is not so high, and we don't expect that. But even if we were to quarter it, right, what happened, or even half of that, that is a significant impact, about 0.7% of a quarter decline, or 1.4 of half of that decline. So that depends on the level of tariffs, elasticity of demand calculations. Irrespective, we think that the indirect impact would also be added as well, right? Because investment and consumption sentiment would be weakened. Moreover, exports as a share of GDP is still roughly 19% of GDP, and manufacturing is still 26%. So for China, that it's hitting it at a pretty weak point in its economic cycle. Comme le dit Trine, le problème c'est que la Chine est un peu dans un moment un peu faible. On a ce ralentissement chinois. On voit déjà qu'ils ont balancé du policy mix cette année. Il va falloir qu'ils en fassent un peu plus. Alors, ce qu'a dit Trine, très intéressant, peut-être, c'est que les exports de la Chine aux États-Unis, c'est 2,8 points de PIB. Donc même si c'est la moitié de ça qui est prise, voilà, on n'est pas sur des choses quand même monstrueuses en termes de croissance chinoise, mais effectivement, ça se rajoute à beaucoup. Et puis le monde va réagir. Encore une fois, c'est toutes les prévisions du FMI, c'est que si on met des tarifs sur la Chine va essayer d'exporter ses surplus à l'Europe, et du coup l'Europe va sans doute réagir aux importations chinoises avec des tarifs qui elle-même réagira aux tarifs européens, etc. Donc le FMI dit l'année prochaine c'est 0,8 pour 1 de croissance
croissance mondiale en moins et 1,3 en 2026 si tous les tarifs de Trump sont mis en place. Donc on voit bien que la Chine en tant que telle, elle va souffrir un petit peu parce que c'est un moment faible pour la Chine, mais on aura quand même, c'est plus globalement finalement que ça se situe, pas seulement la Chine, qui compte tenu de ce qu'elle est en train d'annoncer en termes de politique budgétaire monétaire, voilà, nous on prévoit 4,5% l'année prochaine de croissance chinoise. Alors, seconde question, c'est qu'est-ce que la Chine va justement faire en retaliation, en réponse aux États-Unis? What could be the response of China to the US attack on this tariff? So while export exposure has declined by 0.7% since the first Trump trade war, the asymmetric relationship of China export 501 billion, but it imports only 165, limits the room for it to retaliate via tariffs, right? So one of the things that can do in the short term, which we already have seen, is really depreciate the yuan, gradual depreciation of the yuan to then absorb the shock via the current account, because that not only makes it price competitive versus the US, but also the rest of the world if it does so. Another one is, of course, fiscal policy, but it's very, we don't think that is the main clause, main tool to use forward. It is going to be looser, but unlikely because the central government is still quite cautious. If depreciation of the yuan doesn't work, it can use targeted lending into sectors that are targeted. It can also lower triple Rs and so on and so forth. Another channel other than monetary and fiscal is really to expand to the rest of the world, right? You can see that through its BRICS conference, trying to export to Europe, export to the rest of Asia, deploying capital abroad to diversify the tariffs, right? Deploying more capital to Southeast Asia and so on and so forth. So China can use those channels, but the yuan is likely to be its most immediate and largest tool. Effectivement, la réponse chinoise, elle sera sans doute peut-être dans des mesures de contre-mesures, mais quand même c'est un pays qui dépend des exportations. Donc elle pourrait jouer avec le yuan. Donc ça c'est intéressant parce qu'on voit déjà ça un petit peu à l'œuvre des politiques budgétaires de nouveau avec des programmes de prêts qui ont déjà été déclenchés en 2024, alors qu'un effet limité, mais quand même on voit que les PMI chinois s'améliorent un petit peu. Donc c'est la deuxième chose. Et puis la troisième aspect que j'évoquais, c'est que la Chine va sûrement chercher des marchés alternatifs aux États-Unis. L'Europe en tête, c'est son premier partenaire commercial. On va regarder un petit peu ce qui va se passer, mais là aussi, c'est tout ce que je disais sur le FMI, il va y avoir des effets de second tour, donc c'est vraiment un moment très particulier. On parlera dans l'atelier après de l'Europe, et qui va se retrouver un peu entre le marteau et l'enclume de ce point de vue-là. Merci Trine. Je passe peut-être sur la tech dans ce contexte-là, puisque là aussi, on est entre la dérégulation que disait Jonathan était vraiment un des points clés du programme de Trump qui va être à l'œuvre, et puis la guerre au GAFA. On ne sait plus trop où se situe Trump. Il était plutôt anti-GAFA, et puis tout d'un coup, son vice-président, on a l'impression que c'est pas J.D. Vance, mais Elon Musk. Donc, au final, c'est favorable alors non seulement en termes de valo, à l'IA. Est-ce que tout ça, c'est favorable à la tech, Trump ou pas? Vaste question. Il y a beaucoup d'enthousiasme, c'est sûr, après les élections américaines. Personnellement, j'ai du mal à vraiment comprendre pourquoi. Le mot-clé, comme tu le dis, c'est dérégulation. Alors ça a, dans un premier temps, vraiment fait monter le Bitcoin. Tous les stocks associés. Stratégique réserve, on y croit ou pas? Il le fera peut-être, mais il faut déjà savoir que les États-Unis sont premiers détenteurs en termes de pays de Bitcoin, avec 1% de la market cap déjà. Donc, est-ce que c'est vraiment stratégique de détenir 5% Non, personnellement, je ne vois pas comment ils vont réussir à rembourser l'intégralité de la dette avec ça, même dans 20 ans. Donc non, je pense que s'ils le font, ce sera purement spéculatif. Voilà, donc Bitcoin, crypto, très bien. Moi, je pense que ce qui est vraiment plus intéressant, c'est ce que Trump a dit concernant les décrets de Joe Biden sur l'intelligence artificielle. Il a dit qu'il allait s'en débarrasser très vite. En octobre 2023, Biden a mis en place ce décret qui parle de grands principes généraux, qui parle d'alignement, d'éthique, des choses comme ça. Il n'a pas vraiment eu le temps d'avoir un grand impact aux États-Unis, pas de cadre réglementaire vraiment strict. Donc, clairement, pour tout un tas de start-up, elles seront ravies, elles vont pouvoir continuer à se concentrer sur leur feuille de route sans être submergées par la paperasserie, les formalités administratives. Je crois que le message de Trump ici, c'est « Don't worry guys, it's going to be business as usual pour les 4 prochaines années ». Alors justement, quand on regarde les valorisations de la tech aujourd'hui, on est sur des valorisations un peu stratosphériques, mais est-ce que dans ce contexte business-friendly, on peut penser que 2025 sera de nouveau une année record pour les actions de la tech? J'ai du mal à voir les valorisations de la tech vraiment grimper beaucoup plus que là où elles sont aujourd'hui, par rapport à
2016, on était sur des PE forward du Nasdaq autour de 16-17. Là, on est 10 points plus haut déjà au début de ce mandat. Donc, peu probable que ça grimpe beaucoup. Je pense qu'on est en plus dans un contexte de taux d'intérêt qui est en train d'évoluer un petit peu dans le mauvais sens. Trajectoire de la Fed qui évolue potentiellement dans un sens un peu contraire. Donc, non, je pense que les valos vont avoir du mal à monter. Les investisseurs tech vont vraiment se concentrer sur des questions très fondamentales dans les mois qui viennent, notamment la question des capex. Les 7 magnifiques investissent quand même 65 milliards de dollars par trimestre en ce moment. Est-ce que ça génère les rendements attendus sur investissement? C'est un premier point très important qui va driver vraiment la valorisation des stocks dans le secteur dans les mois qui viennent. Est-ce que la technologie est en train d'atteindre un plateau? Je pense que c'est quand même une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on est arrivé à un plateau de performance en fait, en termes de LLM, en termes de tous ces modèles? Le fait d'investir des milliards de plus, est-ce que ça génère vraiment une performance supplémentaire? C'est pas évident aujourd'hui. Voilà, donc c'est des questions qu'il va falloir se poser et sur lesquelles les valos seront assises, je pense, dans les mois qui viennent. Donc on passe un peu du moment hype de l'IA Gen à du show me the money, monétisation, qu'on commence à voir ça dans les résultats, quoi. Exactement. Alors justement, en termes d'allocation et de marché plus globalement, avec Émilie Tétart, notre spécialiste de l'allocation d'actifs, c'est quoi les secteurs, c'est quoi finalement aujourd'hui, quels sont les actifs qu'il faut, les segments du marché qui vont gagner et ceux qui vont perdre? Alors, finalement, moi, ce que je lis de ce que tu disais, Jonathan, et ce que je lis finalement de l'élection de Donald Trump, c'est 3 choses. Premièrement, l'incertitude sur l'inflation et sur les taux, qui va rester forte avec toutes les questions autour de l'immigration, de la politique commerciale et aussi de la dette. Et donc de la vol sur les taux. Deuxièmement, des politiques qui vont être pro-croissance, de la dérégulation qu'Eric évoquait, pro-corporate, à court terme du moins. Et troisièmement, moins de lisibilité sur la géopolitique et sur le commerce mondial. Et donc en termes d'allocation d'actifs, ça se traduit pour moi par très simplement, première chose, c'est réduire la duration obligataire. Parce que la vol sur les taux va rester élevée et voilà, un treasuries, 10 BP avec une duration de 8, ça fait 0,8%. Et donc assez vite, sur des volatilités fortes, on efface le carry. Donc réduire les durations, aller plutôt sur des govies plus courts. Deuxièmement, rester long action US globalement. Même si les valos sont élevés, on pense qu'il y a encore du potentiel de progression pour le S&P 500 et aussi un potentiel de surperformance pour le S&P 500 équipondéré. Donc les actions US peuvent continuer à bénéficier de cet environnement-là. Et troisièmement, il faut chercher quand même à hedger les tails, à hedger les risques. Dans ce cadre-là, moi je trouve que les matières premières restent, malgré des fondamentaux qui peuvent parfois, là ça sera répondu peut-être dans une autre table ronde, mais malgré tout dans une logique de couverture des risques à la fois géopolitiques et inflation, les matières premières, on voit l'or qui en a bénéficié fortement ces derniers temps, les matières premières restent le hedge parfait en fait, face à ce duo risque-inflation, risque géopolitique. Merci Émilie. Donc on voit effectivement qu'on reste quand même dans un environnement 2025 où on est absence de récession, baisse des taux d'intérêt, donc tout ça, plus nouvelle année électorale. Vous savez qu'en moyenne, l'année d'après d'une élection américaine, le S&P gagne en moyenne, depuis l'après-guerre, plus de 15%. Donc tout ça fait que c'est dur d'être hyper négatif sur les actions américaines, même si sur la tech, vous l'avez entendu avec Eric, on est un peu prudent sur les valos. Il va falloir maintenant délivrer en termes de rentabilité et d'earnings de ce point de vue-là. On va conclure cette table ronde ici pour essayer de garder un petit peu le timing. Merci à tous les 4 et on passe à la table suivante sur l'Europe. Et voilà, donc retour sur le plateau avec nos économistes et nos stratégistes pour parler un petit peu d'Europe, qui va être un petit peu entre le marteau et l'enclume, on comprend, puisqu'on a les États-Unis qui vont sûrement s'attaquer avec Trump à l'Europe. On a parlé là aussi de 25% de tarifs. On va être dans une négociation assez ardue. Et puis de l'autre côté, on a entendu Trine nous dire que la Chine allait chercher à réexporter tous ses surplus à l'Europe. Je caricature un petit peu, mais évidemment, on est dans un moment clé pour l'Europe. Donc j'accueille sur le plateau pour parler de
de tout ça. Alors à ma droite, les économistes, donc avec Adrien Camat, notre économiste senior sur la France, Jésus Castillo, notre économiste sur l'Europe, Théophile Legrand, notre stratégiste taux, et Thibaut Cuillère, qui est notre responsable de la recherche sectorielle et de la recherche et de la stratégie crédit également. Donc je vais peut-être commencer sur la macro européenne. La question quand on entend tout ça, est-ce que on est dans un moment Draghi, un moment peut-être pas existentiel, mais en tout cas on voit bien que l'Europe va devoir s'organiser sans Trump. On n'a pas parlé beaucoup de géopolitique, mais en tout cas il y a un des trucs que va faire Trump aussi, c'est arrêter l'ère en Ukraine. On a un moment où l'Europe est toute seule, à la fois au niveau géostratégique, mais peut-être au niveau économique. Est-ce que l'Europe est foutue parce qu'on n'a pas la compétitivité pour réagir, ou est-ce que finalement il faut être un petit peu moins négatif? Question que je vous pose à tous les deux en intro. Adrien, peut-être? Alors sur la productivité, il y a un premier chiffre à rappeler, c'est qu'en 1995, la productivité du travail en Europe était 95% de celle des États-Unis. Aujourd'hui, on est tombé à moins de 80%. Donc il y a vraiment un décrochage qui est extrêmement net. Sur ce décrochage, il faut noter qu'il est essentiellement lié aux technologies de l'information et de la communication, puisque lorsqu'on exclut ce secteur, on a à peu près les mêmes dynamiques de productivité entre les deux zones géographiques. Alors, si on creuse un petit peu plus, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Le premier, c'est que l'Europe a un déficit d'investissement, de financement des technologies de l'information et de la communication. On regarde par exemple l'investissement en équipement informatique. Aux États-Unis, on est à plus de 2000% depuis 1995, alors qu'en France, en Allemagne, on est plutôt autour de plus 400, plus 500%. Donc on voit bien ce décrochage. C'est la même chose lorsqu'on regarde les investissements en recherche et développement. Quand on prend le top 20 des entreprises, on a seulement 2 entreprises européennes qui sont dans ce top 20, qui est largement dominé par les entreprises américaines. Et ce sont des entreprises, quelles sont ces entreprises, ces deux-là? À côté européenne, c'est Volkswagen et Mercedes, donc en plus, c'est des entreprises actuellement qui sont plutôt en difficulté. Très bien. Alors peut-être première question pour revenir un peu à la France, puisqu'on est dans la session française. Nous, en France, on parle peu de tout ça, finalement. On parle surtout du budget français. Alors, quelles sont les conséquences, à ton avis? On a cette procédure de déficit excessif. On est dit qu'on n'aura pas on descendra pas le déficit. On en est où du budget français? On va avoir un budget à Noël ou pas? Alors déjà, il faut avoir en tête que la Commission européenne a ouvert une procédure pour déficit excessif contre la France, contre 7 pays, mais dont la France. Alors c'est la première fois que cette procédure revient depuis la crise Covid, puisqu'elle avait été interrompue en raison de la pandémie et des programmes de soutien budgétaire et monétaire. Alors la France est habituée un petit peu à cette procédure, donc c'est pas une surprise de la retrouver. Bon, il n'y a pas de réduction malheureusement quand on a un abonnement un peu à cette procédure. La France a donc un déficit qui va être 2 fois supérieur à celui des règles européennes en 2024, supérieur à 6%. C'est énorme en dehors des périodes de crise. Et surtout, nous, selon nos estimations, la dette publique française va être sur une trajectoire haussière au moins jusqu'en 2029, avec une dette qui se stabiliserait autour de 120% à cette date-là, à cet horizon, selon notre scénario central. Donc oui, la France a besoin de consolider. À ce niveau-là, il n'y a absolument pas le choix. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a entendu Merkel dire qu'il fallait augmenter le déficit allemand, qu'on a ces élections, qu'on va peut-être avoir. On a l'impression que le consensus maintenant politique est pour lever le frein à la dette allemande. On aura peut-être un peu plus de déficit en Allemagne. Donc peut-être que la convergence, je parlais de divergence en introduction, peut-être qu'il y aura de la convergence entre les budgets français et allemands à voir. Je me tourne surtout vers toi, Jésus, sur finalement, aujourd'hui, on a l'impression qu'on a la France qui est un peu en difficulté, à la fois politique, budgétaire. Voilà, on parle beaucoup de choses comme ça, même si nos chiffres pour la France de cette année, c'est combien? On dit quoi sur 2025? Les chiffres de croissance française? Ils sont un petit peu sous 1%, autour de 0,9%, sous réserve. Mais dans notre scénario, on a un déficit qui est supérieur à celui du gouvernement, 5,4% en 2025, alors que le gouvernement s'attend à un déficit de 5% dans le projet de loi de finances. D'accord, donc on est sur une croissance française, en fait, finalement assez proche de cette année. On est autour un tout petit peu en dessous de l'année dernière. Et l'année prochaine, en revanche, en Allemagne, nous, on voit une Allemagne en récession cette année qui passera à 0,9. Donc là aussi, cette idée que l'année 2025, au global, est plutôt meilleure qu'en 2024, mais avec des petits ralentissements, notamment avec l'impact du multiplicateur budgétaire en France. Si on se tourne vers toi, Jésus, et le reste de l'Europe a l'air d'aller bien, finalement, à part l'Allemagne et la France, mais encore une fois, la France n'est pas non plus en récession. Le sud de l'Europe, c'est là qu'il faut être? Le sud de l'Europe, c'est là où il faut être, et particulièrement en Espagne. Aujourd'hui, quand on regarde la croissance espagnole, 3% attendue cette année, ça va être mieux que les pays du G7, ça va être mieux que les États-Unis. Et les années prochaines aussi, 2025, 2026 aussi, on s'attend à des performances tout à fait honorables. Et alors derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? D'où vient le miracle? D'un côté, on a la bonne tenue du marché du travail avec
une croissance de l'emploi de 16% au cours des 3 dernières années, donc c'est 3 millions d'emplois créés. Et sur ces 3 millions d'emplois, il y en a à peu près entre un tiers et la moitié qui sont occupés par qui ont été pourvus grâce aux flux migratoires. On revient au débat sur Donald Trump et la mass deportation. L'immigration, c'est bon pour la croissance, quoi. Voilà, c'est une des bases de la croissance. Il faut du capital, du travail, de la productivité. Là, on a le travail qui arrive massivement en Espagne. Après, on voit aussi que il y a le tourisme qui a soutenu la croissance espagnole, mais pas que. Il y a un fait intéressant, c'est la croissance des exportations espagnoles de biens uniquement. Si on regarde au cours des 10 dernières années, ces exportations ont progressé de 23%, comparé à 16% pour l'Allemagne, 22% pour l'Italie, un tout petit peu moins pour la France. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu nouveau, c'est-à-dire que malgré une conjoncture internationale compliquée, un environnement international compliqué, la compétitivité finalement espagnole ne s'est pas complètement dégradée et l'Espagne réussit ce défi de conserver ses parts de marché. C'est intéressant ce que tu dis parce que l'Espagne c'est la success story, mais ça fait quasiment 2 ans qu'ils n'ont pas de budget, donc ça peut être aussi une leçon pour la France. Le budget ne fait pas tout. Petite question du coup à toi Théophile sur les marchés. On a vu, on a évoqué ça, c'est que l'Allemagne, on est en train de se penser qu'en février on va avoir une coalition allemande un peu plus encline à dépenser plus. De ce point de vue-là, on voit que la consolidation budgétaire est quand même plus importante en Europe qu'aux États-Unis. Trump encore une fois veut augmenter le déficit et le déficit aux US. Sur les 5 dernières années, c'est 9% en moyenne. Donc on a des problématiques qui sont très différentes, là aussi divergence. Mais qu'est-ce que ça dit en Europe en général, ces prévisions, et notamment sur les swap spreads? On a vu des choses assez intéressantes là-dessus, Théophile. Oui, sur la fin de cette année, on a eu une normalisation en fait du marché obligataire allemand, avec l'idée que l'entièreté, quasiment la totalité de la courbe allemande va traiter presque au-dessus du swap. Donc ça n'avait pas été vu depuis des années, même avant le quantitative easing de la BCE. Donc, quels sont les principaux moteurs derrière ça? Évidemment, on a le quantitative tightening de la BCE, aussi la fin des TLTRO qui font baisser le bilan de la Banque centrale et aussi l'excédent de liquidité. L'Allemagne, qui bénéficiait d'un privilège de rareté de sa dette, maintenant est en train la perception des investisseurs est en train d'être complètement modifiée. Et donc, par conséquent, on s'attend à ce que les swap spreads, donc le swap spread allemand, traitent en tout cas au-dessus du swap l'année prochaine, avec une cible à moins 20 points de base sur le Bund de 10 ans l'année prochaine. Et sur la partie courte de la courbe, le chat, un équilibre autour de 0 points de base. Pourquoi? Parce que le marché du repo s'est en partie normalisé. Donc révolution copernicienne sur les swap spreads. Alors quid des spreads souverains? Là, où est-ce qu'on voit notre OAT Bund, notre BTP Bund, là, le BTP qui est le nouvel OAT, où est-ce qu'on voit les spreads souverains? Alors, la situation cette année était assez exceptionnelle. Pour rappeler quelques chiffres, par exemple sur le BTP Bund, depuis le début de l'année, c'est moins 40 points de base, alors que sur l'OAT Bund, donc la France, depuis le début de l'année, c'est plus 40 points de base. D'habitude, on était habitué à ce que le risque politique soit porté sur l'Italie. Là, on a eu un changement assez fort cette année, puisque le risque politique, en tout cas le premium de risque politique sur la dette, est maintenant porté pour la France. Qu'est-ce qu'on s'attend pour l'année prochaine? On s'attend à ce que ce risque politique sur la France se maintienne et donc ça limite un peu le potentiel de resserrement. Donc on table à peu près sur un spread à 65 points de base en fin d'année prochaine sur l'OAT Bund, avec l'idée d'un risque d'un pic à 80 points de base au mois de juin, avec le marché qui peut commencer à anticiper en fait une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Concernant les autres dettes, à savoir l'Espagne, l'Italie, Jésus l'a rappelé, il y a une certaine résilience économique, avec aussi des programmes d'émission qui sont plutôt bien exécutés, et cette résilience de croissance avec une consolidation budgétaire qui est plutôt bien perçue par le marché. Donc on s'attend à un spread BTP Bund à 110 points de base, en tout cas en fin d'année prochaine. Très bien, donc voilà, c'est sans doute un peu exagéré de dire que le BTP est la nouvelle OAT, mais on voit bien, puisque tu dis que ça se stabilise, on est évidemment à mettre des risques premium avec la possibilité d'une élection anticipée en France, c'est ce qui maintient le spread assez élevé, mais on voit aussi que finalement les grandes histoires de rating de la France sont un peu derrière nous. On a aussi ça qui était un des gros sujets de 2024, c'est un petit peu passé, il n'y a pas vraiment d'échéance 2025 sur les ratings.
Il y a quelques risques de changement d'outlook, notamment sur la France, hein, et pourquoi pas une dégradation de Moody's, qui a une note un peu supérieure aux autres agences. Mais la dégradation de la note française, pour nous, ça serait plutôt un sujet 2026 que 2025. Très bien. Alors, passons sur le crédit maintenant. On a parlé des swap spreads avec cette petite révolution quand même de repricing du swap spread. Quels sont les impacts sur le marché du crédit qu'on peut attendre en 2025, Thibault ? Alors effectivement, ce qui s'est passé sur les swap spreads a des conséquences importantes sur le marché du crédit parce que depuis 1999 et l'introduction de l'euro sur les marchés financiers, c'était la courbe de swap euro en fait qui faisait figure de référence pour pricer la plupart des crédits pour la majorité des investisseurs. Et donc de facto, avec ce resserrement historique des swap spreads, on obtient en fait des spreads de crédit contre souverains qui se retrouvent sur des niveaux extrêmement bas. En moyenne, on est à peu près sur le 33e percentile pour les spreads de crédit contre souverains, alors qu'on se situe plutôt vers les 60e percentiles sur les spreads contre swap. Et donc de facto, les spreads, en particulier les spreads de crédit qui traitent extrêmement faibles contre swap, les dettes senior preferred bancaires, les spreads de crédit corporate bien notés AA, ont des sensibilités aux spreads de swap qui sont relativement élevées, hein, qui peuvent être jusqu'à 0,4 fois, ce qui évidemment constitue un changement important par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Et alors plus globalement, c'est quoi ton allocation crédit 2025 dans ce contexte à la fois économique, géopolitique? Qu'est-ce que tu suggères de faire pour l'année qui vient? Alors, effectivement, donc les spreads des financières et notamment des obligations sécurisées et des senior preferred aux swap spread vont être beaucoup plus sensibles que les corporates, donc ça aura un impact l'an prochain, compte tenu des prévisions qu'a mentionné Théophile précédemment. Deux, on a constaté qu'effectivement les financières avaient surperformé les corporates d'une vingtaine de points de base cette année, et pour cette raison-là, donc on est plus constructif sur les corporates que sur les financières en 2025. Et on pense aussi que les crédits high beta, notamment les corporates hybrides, les AT1 bancaires, résisteront au swap spread, offrent aujourd'hui un potentiel et donc elles devraient pouvoir se resserrer d'une vingtaine de points de base contre swap d'ici fin 2025. Merci Thibault, merci messieurs. On conclut là cette session sur l'Europe. Vous voyez, il y a beaucoup de challenges et sans doute des impacts marchés à suivre de façon très intéressante. Donc on fera ça avec vous tout au long de l'année. Mais on est sur un scénario effectivement, je dirais macroéconomique plutôt, encore une fois, un petit peu comme 2024, pas si mauvais. En revanche, les aspects marchés et les aspects idiosyncratiques vont être intéressants à suivre. Merci messieurs. On passe à la table suivante justement sur les banques centrales dans ce contexte-là. Quels sont nos scénarios banques centrales 2025. Merci messieurs. Eh bien, on est de retour. Donc, il y a quelques petites questions qui tombent. N'hésitez pas effectivement à les mettre dans le chat. J'essaierai d'y répondre en fin de session. Comme ça, on regroupe une session de Q&A à la fin. Là, on parle donc du coup de banque centrale avec nos experts. Donc, Adrien Kamat, qui est ancien de la banque centrale, qui revient avec nous. On a Eya, qui est avec nous, Chamaki, qui est notre stratégiste taux. On a Sylvia Hubbard, qui est notre économiste sur l'Angleterre, qui nous parlera de la BEE. Et puis, on a Thierry Chérel, parce que quand on parle banque centrale, quand on parle actif, on s'est dit qu'il fallait aussi parler d'immobilier, puisqu'on a une très très forte corrélation entre mouvement des taux et prix de l'immobilier. On parlera de ça avec notre spécialiste de l'immobilier, Thierry Chérel. First thing first, avec toi Adrien, c'est quoi notre scénario BCE ? Alors, dans notre scénario pour la Banque centrale européenne, nous attendons une baisse de taux de 25 points de base à chaque conseil des gouverneurs jusqu'en juin. Et donc, ça nous amène à un taux terminal de 2%, qui est globalement notre estimation de taux neutre. Néanmoins, autour de cette estimation, il y a différents risques, essentiellement baissiers. Alors, quels sont ces risques baissiers ? Le premier point, c'est que l'inflation a baissé, et globalement a baissé plus vite que ce qu'on attendait il y a encore quelques mois. Le deuxième point, c'est qu'on a quand même des signaux assez nets d'un essoufflement de l'activité à court terme. Les enquêtes de conjoncture ne sont pas bonnes, notamment pour le quatrième trimestre. Donc ça, c'est quand même un signal pour la Banque centrale qu'on est encore en territoire restrictif. Et le troisième point, ça a été évoqué avant, c'est quand même le risque de tarif. En cas de tarif, ça pourrait avoir un impact très fort sur l'activité. Je rappelle notre estimation un petit peu clé, c'est qu'une hausse de 10% des tarifs sur l'Europe, ça nous conduit à moins 0,5% de croissance par rapport à un scénario central à horizon 1 an et moins 1% à horizon 3-4 ans. Donc c'est massif et donc ça forcément, c'est un risque très fort pour l'économie européenne et pour la Banque centrale.
Alors il y a également quelques risques haussiers. Le premier point, c'est la persistance de l'inflation dans les services. Pour l'instant, on n'en a toujours pas de signe tangible de baisse marquée de l'inflation des services, qui est toujours autour de 4% en zone euro. Donc ça, ce n'est pas compatible avec l'objectif de 2% d'inflation de la BCE à moyen terme. Et par ailleurs, on a encore des salaires, notamment les salaires négociés en zone euro, qui restent encore relativement dynamiques. Mais quand je t'entends, donc c'est quand même plutôt des risques, nous, on mettrait comme les risques baissiers, c'est-à-dire que, à la limite, dans notre scénario, on peut résumer ça en disant qu'on va à 2% de la BCE, le risque, il est plutôt qu'il fasse plus que ça que moins que ça. C'est d'ailleurs les anticipations du marché. Absolument. Merci Adrien. Je passe avec toi, Sylvia, sur la Banque d'Angleterre. C'est quoi la trajectoire des taux de la Banque d'Angleterre? D'abord, cette année, on a vu seulement 2 baisses de taux. Et on prévoit en décembre le statu quo. La communication de la Banque d'Angleterre suggère une préférence pour des baisses de taux très progressives. La croissance des salaires a certes ralenti, mais pas suffisamment pour la Banque d'Angleterre. Et de plus, pour l'année prochaine, la Banque d'Angleterre a révisé ses provisions d'inflation et de croissance à la hausse suite aux mesures présentées dans le budget. Une politique budgétaire plus souple l'année prochaine impliquera une politique monétaire plus restrictive. Donc, la Banque d'Angleterre va baisser ses taux progressivement. On prévoit 4 baisses de taux l'année prochaine. Toutes les 2 réunions. Alors du coup, ça veut dire que la Banque d'Angleterre s'arrête où? C'est quoi le taux terminal de ce cycle de baisse de taux? Oui, nous prévoyons un taux terminal à 2,5% atteint seulement en 2026, plutôt même fin 2026, lorsque l'impulsion budgétaire deviendra négative. Donc c'est intéressant, c'est que globalement, ce qu'on disait au fil de ces tables rondes, c'est que finalement 2025, ça va être la fin du cycle de baisse des taux, sans doute de la BCE, sans doute de la Banque centrale américaine. Et voilà, ce que tu dis, Sylvia, c'est que peut-être pour la Banque d'Angleterre, il y a eu un petit décalage dans le temps et que ce serait plutôt 2026 qu'on verrait ce ralentissement qui n'est pas encore complètement lève dans l'inflation et la croissance. Merci. Je me tourne vers toi. Elia, pour reparler de marché, on disait ça avec Adrien, finalement, les anticipations de marché sont un petit peu plus optimistes ou pessimistes, on va dire. Ils pensent qu'on aura plus de baisse de taux que nous. C'est quoi un petit peu les différences entre notre scénario et celui du marché aujourd'hui? Le marché price pour la BCE aujourd'hui 1,75 pour le taux terminal qui sera atteint en septembre, là où nous on s'arrête à 2% en juin. Et en fait, cette différence s'explique par le pessimisme croissant des investisseurs qui pensent que la dégradation de la croissance va se poursuivre en zone euro. Et en fait, ça va se traduire en des baisses mais légères sur les taux courts, avec, comme si pour le Schatz, 2 ans à 1,85 d'ici fin 2025. Mais la situation est un peu différente pour la Fed. Là où notre scénario est à 3,50 fin décembre 2025, nous, le marché est à 4%. Donc là, on voit que le marché, en fait, croit en un scénario, que Trump aura plus d'impact en termes de croissance et d'inflation que ce que nous, on croit dans notre scénario. Alors, quel serait l'impact sur la courbe des taux, justement, de ces politiques monétaires? On dit souvent que la baisse des taux égale bull steepening des courbes. Ça a été le cas en 2024. C'est quoi notre scénario sur les courbes pour 2025? Donc, pour les courbes, nous, on pense que la pontification va se poursuivre. Elle sera du coup drivée principalement par des baisses des taux courts, en particulier pour les taux Fed. Là, on est à un UST 2 ans qui va atterrir à 3,40 en décembre 2025, mais aussi par des taux lents qui vont rester stables, voire légèrement augmenter. En fait, on peut définir les taux lents comme une prime de risque, comme le taux neutre plus une prime de terme ou la prime de risque. Donc les investisseurs auront tendance à demander une prime de risque en plus en raison de l'incertitude autour de la situation économique, mais aussi en raison de la supply, donc des émissions obligataires qui seront en augmentation l'année prochaine. Si je prends par exemple le cas de la zone euro, la cible pour 2025 est à 820 milliards. Donc ça, c'est net du QT, bien sûr, ce qui est 155 milliards de plus que ce qu'on a eu l'année dernière. Donc si je prends la pontification, donc tout ça va soutenir la pontification, en particulier sur les segments de la partie longue, avec à peu près 40 pp de pontification sur le segment 10-30 pour la zone euro et pour la courbe swap US aussi.
Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on met un peu plus de primes de terme, finalement, dans un moment qui est difficile, où on a tous ces investissements, des grandes transitions à faire, et où on voit les gouvernements, je pense aux États-Unis, 1000 milliards de dettes tous les 90 jours. Si en plus de ça, Trump veut vendre des treasuries pour acheter des bitcoins en tant que réserve, évidemment, il va falloir payer un peu plus cher dans la partie longue de la courbe pour attirer l'épargne du monde. Donc on va avoir un petit peu plus de primes de terme. Ce qu'on dit là, c'est que les courbes évolueront plus en fonction des taux courts que des taux longs. Donc c'est ça qui sera sans doute la dynamique de 2025 où 2023-2024 on cherchait le pivot, 2025 on va chercher le taux d'atterrissage et de nouveau ces courbes de taux. Je me tourne vers toi Thierry, puisqu'on a vu effectivement cette très forte corrélation et qui s'est vue historiquement et qui est très, très documentée et souvent vrai, c'est quand vous avez des taux qui montent, les prix de l'immobilier baissent. Là ça y est, on est en train de voir les taux baisser. Est-ce qu'on peut dire qu'on a vu le pire? Est-ce que le pire est derrière nous sur le marché immobilier? Oui, en effet on a atteint un point bas en 2024 au premier trimestre. Si on compare par rapport au point haut, dernier point haut de mi-2022, les volumes d'investissement ont corrigé de 61% et les valeurs d'actifs, pour les valeurs prime, elles ont corrigé de 20%. Ça se met au regard ensuite d'un rebond, un rebond qui en effet, la stabilisation des taux, qui était l'effet négatif sur l'immobilier, est maintenant positif parce qu'il ne bouge pas et que les loyers continuent de croître. Il n'y a pas eu d'activité de construction qui favorise la sous-offre sur la plupart des marchés immobiliers. Et on remarque qu'au T3, aux données disponibles du T3, les valeurs d'actifs ont repris 2% et les volumes d'investissement ont repris 4,5%. Donc ça laisse envisager une année 2025 qui sera une reprise graduelle pour la majorité des secteurs. Alors justement, quels sont les secteurs à privilégier là, si on est dans un moment où il faut se remettre à regarder l'immobilier avec des yeux un peu plus positifs? On a touché le fond de la piscine. On a touché le fond de la piscine et du coup, certains secteurs, les secteurs attendus qui ont des fondamentaux solides, comme la logistique ou le résidentiel, donc sur lesquels on est toujours positif. Mais il y a des secteurs qui, on pense, commenceront à réattirer l'intérêt, connaîtront un regain d'intérêt de la part des investisseurs, qui sont notamment l'immobilier de bureau, pour la meilleure partie de ce marché-là, et peut-être l'immobilier de santé également. Il y a un dernier secteur qu'on pousse, qui est un petit peu à la jonction des infrastructures, de la technologie, de l'énergie et de l'immobilier, qui est les data centers, et on pense qu'il offre toujours un profil de risque attractif et une capacité diversifiante dans des portefeuilles immobiliers. Voilà, pour les secteurs. Merci Thierry. Donc ça conclut cette session sur les marchés, sur les banques centrales et les marchés plus généralement. On va maintenant parler, on va glisser justement sur les émergents qui nous semblent être des choses qui vont être intéressantes à suivre dans un moment où le commerce mondial, où la guerre commerciale va sans doute accélérer. On passe à la quatrième table ronde sur les 5 sur les marchés émergents avant de parler de transition énergétique. Merci mesdames, merci messieurs. On passe à la session émergente. Voilà, retour sur le plateau avec des duos avec moi, Trine Nguyen et Jonathan Pingle, nos économistes. Puis je suis rejoint évidemment par Céline Clary, qui est notre stratégiste sur les taux, et Ina Moufteva, qui est notre économiste sur IMIA, donc tout ce qui est émergent, je dirais Europe émergente pour dire les choses. J'ai commencé avec Trine pour poser la question, puisqu'on était dans un moment où il fallait se dérisquer de la Chine, et donc ça c'était favorable plutôt aux émissions, aux pays émergents du reste de l'Asie, notamment l'Asie du Sud-Est. Et puis maintenant on a Trump qui target la Chine et pas seulement. Donc j'ai envie de poser la question à Trine, quels sont les winners, les gagnants et les perdants de Trump? Trine, which country are going to be winners and losers of this new wave of trade war? Well, the rest of Asia has better access to the U.S., but those that position itself to benefit more do more, right? In Southeast Asia, you have the likes of Vietnam, Malaysia, doing much more, and to a lesser extent Singapore, than Indonesia, for example, in exporting more to the U.S. over this period, and we expect that to continue. And South Korea as well, and Japan, and to a lesser extent India for in terms of being able to export more to the U.S., right? And I think the reason being for that is that on a relative basis,
have managed to increase the exports significantly above China while it declined. And that has reflected in greater market access to the US. Now, on the investment side, you've also seen Southeast Asia receiving more FDI as well. It has surpassed China. Countries like Vietnam again, Singapore, Malaysia, Indonesia have received quite a lot. And it's just not just the West, but also China that has deployed more capital to arbitrage the barriers erected against it, right? So as a result, it received a lot of FDI. On the other hand, the negative is that as China depreciated the yuan, PPI is deflated, and it still has industrial policy to prop up the industrial sector. It needs to export this deflation to the rest of the world. So the EU, Asia, and so on and so forth faces greater competition in third markets as well as in their home markets, and as a result, the trade deficits widen significantly with China. Donc effectivement, ce que dit Trine, c'est qu'on a des pays de l'Asie qui sont plutôt un meilleur accès aux États-Unis que peut l'avoir la Chine. Hein. Ce fameux de-risking de la Chine, il va continuer à jouer. Et puis, ça joue un peu dans les deux sens. On voit ça sur les investissements qui sont faits. Hein. Ce que disait Trine, c'est qu'il y a plus d'investissements aujourd'hui qui est fait en Asie du Sud-Est qu'en Chine. Hein. C'est quand même en 2023, on a vu l'Asie, les investissements, les FDI, hein, les investissements en Chine en baisse de 80%. On a eu des choses quand même très très marquées et on a eu des gagnants là-dessus. Le problème de ces pays-là, c'est qu'effectivement, la Chine va devoir trouver des marchés alternatifs aux États-Unis et peut-être de l'Europe si elle se continue à y réagir. On l'a vu avec les panneaux solaires. Et donc, il y aura une compétition accrue. En plus, si, comme le dit Trine, il y a une dépréciation du yuan, on aura cet effet-là qui va être un peu moins favorable aux pays de l'Asie du Sud-Est. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les investissements vont vers l'Asie du Sud-Est et puis la Corée du Sud est le premier investisseur aux États-Unis. Hein, on est largement avant la Chine qui était le premier il y a encore 3 ans. Donc, on a des choses qui sont en train de se passer. Question sur l'Inde, parce que tout le monde parle de l'Inde comme la nouvelle Chine. Is India the new China? Well, certainly, if you think China has a debt, demographic, and decoupling problem, China is the inverse of that, right? China is very, very, very on the uptrend in terms of growth trends, and as a result, investors are really have a really strong appetite. You can see that particularly for portfolio flows. Investors have included them in the key bond indices like JP Morgan, FTSE, and so on and so forth. But other than portfolio flows, India trails behind the likes of Vietnam in attracting FDI, particularly from manufacturing, to really diversify supply chains, right? So for example, Southeast Asia not only exceeded China in attracting FDI, China has deployed much more capital to the region. For example, in 2017, deployment to Southeast Asia was only 5% of total. Today, that is 17%. Wow. Impressionnant. Effectivement, cette dynamique très très forte quand même de rebalancement de ce point de vue-là, même si sur l'Inde, on est peut-être moins dithyrambique, c'est pas si facile que ça. La situation politique s'est détériorée ou complexifiée avec ces élections entre guillemets perdues, en tout cas pas gagnées par Modi. On a pas mal de choses, mais en tout cas, on voit la dynamique qui est toujours très forte, mais on se méfie un petit peu à moyen terme de la complexité de la situation sur l'Inde. Même question sur l'Amérique latine, je reviens avec Jonathan Pigel, parce qu'effectivement, on a vu ce matin des annonces un peu... voilà, Trump va bien dire ce qu'il a fait, bien faire ce qu'il a dit qu'il ferait sur les tarifs. Which countries, same question for you, Jonathan, in LATAM, which countries are going to be winners, which are going to suffer the most? I mean, when you look at prospective losers, it's hard to take your eyes away from Mexico. It is the most intertwined, however, and to caveat it, you might have a possibility of... a bit more negotiating going into USMCA, et cetera. Looking back to winners, it's hard to find one if you're looking at this as a general supply shock from the impending tariffs on US imports. But Argentina is in the position where it's a right-leaning government in a region of primarily left-leaning governments where Javier Milei has made certain passes towards Trump, a favorable relationship there. And what you might have, if in a positive scenario, is the U.S. helping IMF deals, help more funding there. But in a broad sense, if you're looking at a broader trade war, a decline in commodity prices is not helping big commodity exporters like Brazil, Chile, Peru. So it's not a great winner story as in the Trump effect. Bon, là aussi, on voit qu'il n'y a pas, ce que nous dit Jonathan, c'est qu'il y a quand même plus de perdants que de gagnants. Il y a de la proximité
on avait une guerre presque idéologique et de soutien très fort de Milei en Argentine, qui ne voulait pas justement d'alternative au dollar, qui voulait éventuellement dollariser son économie, etc. On se souvient de tout ça. Donc il y a peut-être une dynamique un poil différente, mais on voit bien que globalement, avec une guerre commerciale, c'est des pays qui vont tous y perdre, et surtout Mexique, qui est le principal partenaire commercial des États-Unis, qui va devoir faire face à des demandes sur, d'un côté, la mass deportation, sur le mur à financer. On parle il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites là-dedans, et puis sur les tarifs, pour essayer de rapatrier la production qui est aujourd'hui faite au Mexique, peut-être aux États-Unis. Donc évidemment, plus de losers que de gagnants. Si je passe maintenant à l'Europe émergente, comment est-ce que l'Europe se situe là-dedans? Enfin, l'Europe émergente se situe là-dedans, Ina? Malheureusement, la réponse sera à peu près similaire. Donc, il y aura plus de perdants que de gagnants, malgré quelques success stories. On passe à la Pologne, par exemple, en première partie de l'année. Cela dit, l'impact direct sera assez limité. Les États-Unis ne représentent que 2 à 3% des exportations totales de l'Europe centrale, par exemple. Et si on prend les 3 pays, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, en revanche, l'impact indirect peut être assez non négligeable, qui passera principalement par l'Europe, qui fait à peu près 60% des exportations de la zone, dont la moitié qui vont vers l'Allemagne, principalement au sein du secteur automobile, donc par des chaînes de valeur ou d'approvisionnement, donc souvent entre entreprises. Il ne faut pas non plus oublier l'aspect politique et géopolitique, où d'un côté, en fait, on a une recrudescence des mouvements de l'extrême droite, souvent eurosceptiques, populistes, comme on l'a vu aux élections régionales en République tchèque en septembre, comme on l'a vu le dimanche dernier en Roumanie, souvent vraiment pas attendu, les résultats qui n'étaient pas vraiment attendus. Et de l'autre côté, côté géopolitique, on a toujours cette guerre en Ukraine. On ne sait pas trop quelle sera la politique de Trump. Il a fait quelques annonces qu'il veut finir la guerre assez rapidement. Mais ce qu'on constate, c'est que les budgets des pays limitrophes à l'Ukraine et la Russie, ils ont considérablement augmenté ces derniers temps. La Pologne, il va doubler en 2025 par rapport à il y a 3 ans. La Roumanie, il a augmenté de 30% cette année. Et évidemment, il se passe quelque chose. Et côté géopolitique, il y a une autre région donc dans la zone IMIA émergente qui sera très importante, c'est évidemment le Moyen-Orient, où d'un côté, la politique vis-à-vis de l'Israël, vis-à-vis de l'Iran, et de l'autre côté, la politique énergétique domestique aussi de Trump va déterminer l'évolution de la région, l'évolution de la croissance économique, mais aussi, j'imagine, tous les aspects géopolitiques, donc qui vont impacter typiquement la plupart des économies, dont les économies du Golfe. Merci Ina. Et puis évidemment, toujours ces questions sur l'Afrique, qui est le continent. Hein, c'est 3 fois la taille de l'Inde, 3 fois la taille de la Chine, 10 fois la taille de l'Inde, 30% des métaux. On ne parle pas beaucoup de cette zone, mais évidemment, ça va devenir une zone de report, sans doute, de cette guerre commerciale. Je me tourne maintenant vers toi, Céline, sur les taux de change. En fait, finalement, on a beaucoup parlé de la position de Donald Trump. On ne sait pas trop s'il est pour un dollar fort ou un dollar faible. Ce qu'on voit très bien ce matin avec les annonces sur les tarifs sur le Mexique de 25%, tout d'un coup, le dollar monte et le peso baisse. Donc, est-ce que c'est le King Dollar qui est le name of the game, cette année 2025? En fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le dollar s'affirme comme l'autre grand gagnant des élections américaines, puisqu'il n'a cessé de monter à mesure que les sondages étaient favorables à Trump. Et en 8 semaines, donc le dollar est passé vraiment, il a connu une hausse impressionnante, puisqu'il est passé d'un plus bas d'1 an à un sommet inégalé depuis 2 ans. Cela dit, en termes de taux de change effectif réel, le dollar apparaît très surévalué, tant sur une période de 5 ans que sur une période plus longue de 25 ans. Alors évidemment, il va falloir suivre ce que pense Trump et ce que dit Trump sur le dollar, sachant qu'il souhaite que le dollar continue de rester sans conteste la monnaie de réserve du monde. Néanmoins, un dollar plus faible permettrait de relancer les exportations américaines. En termes de perspective, nous pensons que le dollar devrait corriger une fois qu'on aura plus de visibilité sur la mise en œuvre des politiques de Trump et sur la politique commerciale notamment. Et ce qu'on a pu voir, c'est que quand Scott Bessent a été nommé, il y a quelques devises qui se sont stabilisées par rapport au dollar. Oui, Scott Bessent qui a dit que le dollar fort était le signe d'une économie forte, quoi. Voilà.
Concernant la parité euro-dollar, quelques mots. Aujourd'hui, l'euro souffre de fondamentaux affaiblis dans la zone euro et de divergences sur la politique monétaire entre la Fed et la BCE, puisque à fin 2025, le marché price 220 points de base d'écart de taux directeur entre ces deux banques centrales, là où nos économistes sont plutôt à 150. Donc, ce qui devrait nous permettre de retrouver un euro-dollar vers 1,08, sachant que le marché est déjà très long dollar. Et à moyen terme, c'est plutôt l'excédent courant qui est un stabilisateur, l'excédent courant positif, qui est un stabilisateur pour l'euro. Et alors, quels sont les gagnants et les perdants côté émergent? Est-ce qu'on peut citer quelques exemples? Sans surprise, les perdants sont ceux avec lesquels les États-Unis ont un important déficit commercial et qui vont voir leur devise affectée. Donc en Asie, comme l'a dit Trine, les principaux pays sont la Chine, le Vietnam, la Corée du Sud. Alors la Chine pourrait choisir de laisser sa devise se déprécier, néanmoins avec un certain contrôle, puisqu'elle souhaite, on l'a tous vu, quand même une internationalisation du yuan. Néanmoins, à l'horizon du premier trimestre 2025, on peut voir le yuan tomber jusqu'à 7,50 par dollar si jamais les politiques de Trump, et notamment les annonces sont vraiment à nouveau sur la table. Et par contre, l'Inde et sa roupie devraient bénéficier de la politique commerciale de Trump. Et au LATAM, on l'a vu, c'est sans surprise, c'est le Mexique qui exporte plus de 80%, comme l'a dit Jonathan, vers les États-Unis, qui est la cible des États-Unis et qui est donc le peso mexicain le plus sensible. Donc il va falloir surveiller de nouveau le compte, je ne sais pas, Twitter, X de Trump pour voir ce qui va se passer. Trump qui a dit dans la campagne d'ailleurs qu'il mettrait 100% de droits de douane sur les pays qui cherchent à se dédollariser. Donc on ne sait pas comment ça peut se faire, mais évidemment on va être dans une politique de négociation ardue bilatérale. Ça va être sûrement là aussi la règle, la name of the game pour 2025. Merci à tous les quatre. On conclut cette session sur les émergents et sur les marchés plus généralement. Et on passe à cette dernière table ronde sur la transition énergétique. Merci à tous les quatre. Voilà, dernière table ronde sur la transition énergétique. C'est évidemment quelque chose qui va être central dans cette... Bon, on l'a eu en 2022-2023. Là, on est sans doute, vous vous souvenez, on disait on n'était pas très inquiet sur la crise énergétique, on disait que c'était la fin, et je crois que ça c'est quelque chose qu'on avait bien vu, qu'on n'aurait pas cette crise énergétique en 2023, ni en 2024, et puis en 2025 on ne la voit pas non plus, avec des stocks de gaz qui sont pleins, avec une électrification, blablabla. On a beaucoup de sujets qui nous laissent penser qu'on n'aura pas tout ça, mais quand même Trump revient là-dedans en disant, et il l'a annoncé encore hier, avec ses nominations et des politiques qui visent à augmenter très massivement la production de gaz et de pétrole. Donc on est rejoint pour cette table ronde. Alors d'abord par Patricia Flores Cabral, on va parler de l'impact de la transition énergétique sur l'inflation. On a publié un papier là-dedans que vous pourrez lire, mais juste pour avoir un petit peu la substantifique moelle de ce papier. Est-ce que c'est déflationniste ou inflationniste? On aura aussi Valentin Maury, qui est notre spécialiste des véhicules électriques. Donc on dit beaucoup de choses sur les véhicules électriques avec l'arrivée de Trump. On dit aussi beaucoup de choses un peu fausses aussi sur le ralentissement du véhicule électrique en Europe ou en France. Et puis nos spécialistes des matières premières quelque part, avec Joël Hancock, notre analyste sur le gaz et le pétrole, et Bernard Dada, notre spécialiste des métaux et notamment ceux de la transition et de l'or, donc qui a été bien occupé cette année. Je vais commencer avec finalement Joël sur une première question sur où est-ce qu'on voit finalement quel va être l'impact de Trump sur les prix du pétrole et du gaz, puisque si on produit plus, a priori, ça veut dire que les prix vont baisser, donc c'est pas forcément très favorable finalement aux producteurs de pétrole. Alors, Joel, first question for you. What could be the impact of Trump on oil prices? Yeah, so and gas. Naturally, so it's a great question. So Trump's domestic policy agenda includes a pledge, a desire to really turbocharge domestic oil production in the US. We think the potential for Trump to actually kind of impact production in this way is relatively overstated. Broadly, Trump could deregulate, he could marginally
increase, I guess, the efficiency of the permitting process for federal lands, etc. But this would potentially, shave about $1 or $2 off the marginal production price. Far more of an impact is going to be the actual underlying oil price, which broadly is going to be out of the control of Trump, we would say. Okay, beyond that, I mean, from the geopolitical front, we could see Trump trying to influence the broader Iranian economy with sanctions in line with the policy of 2018, the maximum pressure, etc. This time around, we think the buyer base for Iranian barrels has shifted completely from, I guess, OECD refiners to Chinese refiners, which aren't as exposed to the US financial system. So we think there'll be a small decrease, but not like the extent that we saw in 2018. Maybe a general overview of our forecast for next year? Yeah, so for Brent, we see the market shift into a lower range, so about $73 per barrel on average for our Brent forecast for 25. This is mainly driven by a continued kind of lower rate of demand growth, about 1 million barrels per day, about 0.8 in 2024. Slowing Chinese economy, the end of the post-COVID demand kind of recovery impulse. Then on the supply side, we see about 1.3, 1.4 million barrels per day of growth. Brazil, US, Canada all add in marginal volumes. So in that situation, we think OPEC are going to have to continue to keep production off the market. So our base case assumption is that Q1 25, they hold barrels off, maybe extended into Q2 as well. And for the gas, or forecast for gas for end of next year, sorry? Yeah, so end of next year, we're expecting the market to really be in the last kind of ebb of its supply short pricing dynamic. So effectively, post-2025, we do see a lot of new LNG capacity hitting the market. But summer 25, we have one more season, really, of the supply short dynamic where the market may need to price for marginal demand destructions. We see about 38 euros per megawatt hour for summer 25, winter 25, about 40, 41. Merci Joël. Effectivement, donc, ce qui est intéressant, c'est que la production américaine de pétrole, elle est déjà à un niveau record, donc il n'y a pas eu beaucoup d'obstacles mis à la production américaine de pétrole. Donc le côté drill, baby drill, probablement qu'on va avoir un peu de dérégulation, un peu de facilité à utiliser les terres fédérales pour le fracking, mais ce n'est que 10% du fracking qui est fait sur les terres fédérales, donc ça n'aura pas forcément un énorme impact. Ce que dit Joël, c'est que peut-être $1 ou $2 de baisse en plus si vraiment on avait plus de production américaine, mais encore une fois, il va falloir voir ce qui se passe par rapport à la production hors Amérique, puisque, comme le rappelle Joël, il faut se souvenir qu'en 2018, Trump, sa politique vis-à-vis de l'Iran était quand même assez dure. On était sur une position de pression maximale, on parlait de ça, et on avait quasiment divisé par 4, je crois, la production de barils iraniens à ce moment-là. Donc attention, il y a peut-être des contre-effets du prix du pétrole, donc il y a ce point de vue-là. Et puis sur le gaz, ce que dit Joël, on est vraiment en 2025 une année de transition, puisque en 2026, il y a plein de nouveaux projets qui arrivent de gaziers dans le marché. Donc on est sur cette dernière année où il faut faire un peu sans cela. Et évidemment, les États-Unis qui ont doublé leur part dans les importations européennes, typiquement le LNG américain, maintenant c'est quasiment la moitié du gaz importé par l'Europe, c'était 20% en 2019. Il y a un petit peu de négociation, mais des deux côtés, j'ai envie de dire, puisque ça veut dire que l'Europe est le principal importateur américain. Donc on va voir un peu ce qui se passe là-dessus. C'est pour ça qu'on met quand même un petit peu de prime, autour de 73 pour le pétrole, je le disais pour les prévisions, et sur le gaz, on est à 38 pour l'année prochaine, en attendant que ce supply arrive en 2026, qui devrait faire plutôt rebaisser le gaz vers là où il était auparavant. Petite question peut-être toujours sur les matières premières avec Bernard, sur notamment les métaux de la transition. Est-ce que la Chine va utiliser ça pour réagir aux sanctions américaines et peut-être européennes? Encore une fois, il faut se souvenir de ça, c'est qu'on risque d'avoir des effets de second tour. Est-ce qu'on peut se passer de la Chine? Est-ce que 2025 va être une année très compliquée, notamment pour l'Europe, de faire sans la Chine? C'est possible, à la fois pour les États-Unis et pour l'Europe? Donc il y a deux choses à voir. Donc le premier point que tu as fait, Jeff, c'est un peu ce qu'on appelle la weaponization des matières premières. Ça, on l'avait déjà vu avec la Chine en 2010, quand ils avaient un problème avec les Japonais. Ils avaient mis sur les terres rares, ils avaient mis un export ban. Et donc, ça avait créé des problèmes au niveau japonais. Donc, il ne faut pas oublier qu'en termes de terres rares, ils sont en train de produire 95%. La deuxième chose, en ce qui concerne... Ils raffinent. Ils produisent et raffinent pour les terres rares.
Mais pour les métaux de transition énergétique dans les batteries lithium, que ce soit le lithium, le nickel ou le manganèse, ce n'est pas le fait qu'ils produisent qui est le problème, c'est le fait qu'ils raffinent. Donc là, ils sont producteurs, raffineurs à plus de 90% de la production mondiale, en moyenne, disons 85 à 90%. Et ça va être très problématique. On ne peut pas s'en passer. Ça va nous prendre des années en Europe ou aux États-Unis pour pouvoir s'en passer. Merci, merci Joël. Et est-ce qu'on a assez de métaux? En fait, c'est toujours la question de se dire, là, on a une électrification du monde qui est en train d'accélérer. Je pense à la Chine notamment, qui est assez impressionnante dans son passage à l'électrique. Et on voit aujourd'hui, l'électricité s'imposer un petit peu partout, y compris en Europe, dans la production énergétique primaire. Est-ce qu'on va avoir assez de métaux dans la transition énergétique? Donc, nous, on avait fait une étude sur ce sujet-là, même dans le scénario NZE, donc le scénario le plus extrême où on assume que tout le monde veut faire la transition énergétique et aller. Il y a assez de métal dans la Terre, en fait. Les réserves sont là, mais c'est à quel prix? Donc il faudra que les prix montent d'une manière assez conséquente parce que ça va être plus difficile de miner. Ça va coûter plus cher pour miner. Il faut que les mineurs il y ait une economic incentive pour ça. Et donc les prix devraient monter d'une manière assez forte pour pouvoir mettre cette incentive pour les mineurs. Merci Bernard. Effectivement, typiquement le lithium, quand on en cherche, on en trouve. On en a vu en France, on en a vu au Portugal, on en a vu en Espagne, on en a vu dans le Nevada. Voilà, on se finit par trouver assez facilement. Mais même le cuivre, oui. Il y en a assez. Il y en a assez, mais c'est juste qu'il faut que le prix augmente de manière conséquente. C'est comme les terres rares, elles ne sont pas du tout rares. Oui, elles ne sont pas... C'est vrai, ouais. Merci. Peut-être qu'on peut transitionner sur justement Valentin et sur les véhicules électriques. Est-ce que on a vu Trump on disait que les véhicules électriques étaient contre l'American Way of Life d'un côté, et puis de l'autre côté on voit Elon Musk qui arrive comme je disais un peu l'impression que c'est plutôt son vice-président que J.D. Vance. Alors qu'est-ce qu'il faut attendre de Trump et vis-à-vis de la dynamique sur les marchés électriques des véhicules électriques? Alors aux États-Unis, on attend quand même à ce que l'arrivée de Trump au gouvernement soit plutôt négatif pour l'arrivée des véhicules électriques sur le marché américain, malgré en fait ce que tu viens de dire, l'arrivée de Musk en tant que, moi je l'appelle copilote, ça marche mieux dans le secteur. Ça devrait faire copilote parce que là on va bouger plus vite vers la voiture autonome peut-être. C'est ça justement, la voiture autonome qui est un sujet qui devrait revenir en force en fait. Avec justement Musk très proche du gouvernement et avec la possibilité pour lui de placer ses pions pour la croissance future de Tesla. Et alors la dynamique des voitures électriques globalement au niveau mondial, mais européen peut-être en particulier, qu'est-ce que tu en dis toi? Alors au niveau mondial, on sépare un petit peu les différentes dynamiques, que ce soit en Europe ou en Chine, les dynamiques sont un petit peu différentes. En Chine, on attend à ce que les véhicules électriques, donc 100% électriques, et hybrides rechargeables atteignent quasiment 50% des nouvelles immatriculations l'année prochaine. On attend quand même cette consolidation qui est latente pour avoir une baisse justement de cette pression concurrentielle dans le marché. En Europe, on est plus centré sur la régulation. Alors nous, notre scénario, c'est que la Commission européenne va maintenir sa feuille de route, c'est-à-dire baisser de 15% les plafonds d'émissions de CO2 en 2025. Derrière, ce qui va pousser la croissance de l'électrique, ce sera l'arrivée de véhicules plus abordables sur le marché. Les retardataires devront payer la facture, que ce soit sur leur EBITDA, sur l'achat de crédits carbone ou en payant directement les amendes à la Commission européenne. Voilà, donc ça ne va pas s'arrêter la transition vers l'électrique. Alors si la transition ne s'arrête pas, peut-être dernière question pour Patricia qui conclura cette table ronde et cet outlook quelque part. Est-ce que globalement on peut dire que la transition énergétique elle est plutôt inflationniste ou plutôt déflationniste? Alors un point clé en transition énergétique c'est les prix du carbone. Donc l'effet du prix du carbone sur l'inflation en zone euro a été limité jusqu'à maintenant. Donc, si on prend les prix moyens de carbone récents, qui est de $50 par tonne de CO2, on trouve un impact sur l'inflation de 0,2 points. Donc, les prix du carbone vont continuer d'augmenter, et donc l'effet sur l'inflation va continuer d'augmenter aussi, mais nous pensons que ça va rester modéré. Et si le prix du carbone atteint $150 par tonne de CO2,
on calcule un impact sur l'inflation de 0,5 points. Et donc on ne voit pas les prix du carbone comme un risque majeur pour l'inflation. Merci Patricia. Alors on va peut-être s'en tenir là parce qu'on est un petit peu en retard et puis qu'il y a pas mal de questions. Donc merci à tous les quatre. On va conclure ici cet Outlook. Je vais juste répondre dans ma conclusion à quelques questions qui ont été posées et puis on pourra y répondre si vous voulez bien utiliser le mail qu'on vous a communiqué dans le chat. Effectivement, hein, donc ce qu'on dit globalement, c'est qu'on est sur un environnement macroéconomique qui reste assez bon l'année prochaine. Les États-Unis ralentissent un peu, mais on sera plus de 2% de croissance. La Chine va ralentir un peu, mais on sera à 4,5%. L'Europe devrait finalement accélérer un petit peu par rapport à 2024, hein, avec cette désinflation et cette baisse des taux. Et cette baisse des taux, bah, évidemment, c'est favorable à un certain nombre d'actifs. C'est pas négatif pour les actions, hein, tout ça, puisqu'on est absence de récession, baisse des taux. Maintenant, il y a la grosse incertitude autour de Trump. Hein. Tout ce qu'on a essayé de dire là, c'est que il y avait d'abord beaucoup d'incertitudes entre ce qui est dit et ce qui va être fait. Mais quand même, il nous semble que Trump a un mandat très clair, le vote populaire, et il le dit, hein, promesse faite, promesse tenue, et toutes les annonces qu'il fait là depuis son élection vont plutôt dans ce sens-là, les nominations vont dans ce sens-là, donc il va quand même peut-être pas faire tout ce qu'il a dit, mais une grande partie. Et comme il a dit beaucoup, il y aura des impacts. Et il nous semble que les impacts, globalement, ils sont plutôt inflationnistes et ils sont plutôt négatifs sur la croissance. Donc il y a une question, et qui est une vraie bonne question, c'est-à-dire qu'après, c'est bon pour l'économie américaine, et ça reste un peu débattu. Hein. Vous avez vu, Jonathan nous disait, attention, c'est pas forcément très bon s'il y a plus d'inflation pour les biens importés, ça veut dire du perte du pouvoir d'achat. Si vous avez de la mass deportation d'immigrants, bah, ça fait moins de consommation aussi. Donc on a pas mal d'impacts. Mais c'est vrai que ce qui se passe pour l'économie américaine, qui est entre 20 et 25% du PIB mondial, si l'économie va bien, ça ira bien. Mais on est quand même plutôt dans le camp du FMI qui est de dire attention, au global, quand on regarde tous les effets induits de la ralentissement du commerce mondial qu'on peut attendre d'une guerre commerciale, ce qui semble assez logique, bah, le FMI dit encore une fois, moins 0,8% de croissance mondiale l'année prochaine, moins 1,3%. Donc c'est un petit peu plus problématique. Il y a une question sur l'inflation, hein, c'est que les tarifs sont inflationnistes. Encore une fois, hein, vous avez, soit vous avez des biens que vous pouvez substituer aux importations, mais en général on monte les marges pour une bonne part, donc on ne récupère pas tout, soit vous n'avez pas de substitution à ce que vous importez, et à ce moment-là, les prix montent d'autant de la taxe. Et donc, nous, notre chiffre d'inflation pour l'année prochaine, pour les US, c'est une des questions, c'est 2,3 points, mais comme le disait Jonathan, en fonction des tarifs qui seront mis, on peut rajouter 0,25 à 0,4 points d'inflation en plus de ce scénario. Donc, encore une fois, on verra ce qui sera implémenté, on verra ce que feront les pays en réponse à ce que va faire les États-Unis. On risque d'avoir quand même un peu des taxes partout. Après, sur les questions sur le Mercosur, on a parlé un petit peu de la TAM. On voit bien qu'il y a beaucoup de perdants quand même à ce que fait Trump. Et l'annonce sur les 25 points de droits de douane sur le Mexique va exactement dans ce sens-là. Donc, on peut penser que toutes les négociations sur le Mercosur, on voit bien la Chine qui est en train d'accélérer pour avoir des accès à cet immense marché. Et il y a 30% des métaux précieux du monde qui sont en Amérique latine. C'est aussi une énorme réservoir de l'économie mondiale, des métaux, des produits, des commodities en général. Et donc, c'est plutôt la course à qui va signer le plus vite avec le Mercosur. Là-dedans, encore une fois, l'Europe est peut-être en train de se tirer sur le pied, mais on pourra discuter de ça plus avant. Et puis, sur les pentes des courbes, des taux, on est plutôt effectivement à la pontification. La dérégulation plus la pontification plus l'absence de récession, c'est évidemment quelque chose qui est plutôt favorable au secteur financier, même si on l'a vu, hein, entre ce qui est annoncé et ce qui est fait, il va falloir un petit peu attendre. Je m'arrête là. Donc, conclusion de tout ça, on est bien entre une normalisation macroéconomique 2025, c'est plus une année pivot pour les banques centrales, c'est plutôt une année d'atterrissage. Où est-ce qu'on va dans ce fameux... où on va toucher, on cherche un petit peu du doigt les taux neutres, sans doute autour de 2 en Europe, 3,5 aux États-Unis. Donc on va avoir ce point d'atterrissage. Et puis je crois que le maître mot, ce que je disais en intro, c'est bien la divergence entre les dynamiques des différentes zones, entre pays. On va avoir des choses très très différentes à suivre en 2025. Donc évidemment, on aura tort sur beaucoup de choses, j'imagine, mais j'espère qu'on a raison sur quelques-unes et que ça ne sera pas si pire que ça l'année prochaine, en tout cas en termes macroéconomiques. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poursuivre par des questions et des échanges. On sera ravis d'échanger avec vous, de venir vous voir ou de discuter. Et puis évidemment, on publie notre document ce soir ou demain à l'appui de cet Outlook. Merci à tous si nombreux d'être venus aujourd'hui. À très bientôt.